pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. La CAQ n'a pas appris sa leçon après le scandale des Kings. J'ai accès à la planète. Puis, dans le cas de la Coupe des présidents, 6,5 pour 71 millions de dollars en retombées économiques. Oui, au bon voisinage, mais non à la dictature d'un voisin. Ça n'existe pas, une salle qui est à 5 km puis qu'il n'y a pas de voisins autour. De ce côté-ci de la Chambre, nous avons déjà démontré maintes fois que nos priorités incluent l'aide pour les aînés. Nous allons évidemment regarder et débattre de ces projets de loi. Voici Patrick Lagacé. Jeudi le 26 septembre 2024. Avant de passer au tour d'horizon de l'actualité, petite météo, 15 degrés sur la région de Montréal, présentement, pluvieux. On va avoir de la pluie là toute la matinée. Et en début d'après-midi, on devrait avoir des éclaircies. Percée de soleil, maximum 21. Demain, retour du beau temps, ensoleillé avec passage nuageux, maximum 23 degrés. Samedi et dimanche, beau week-end en perspective, ensoleillé avec passage nuageux autour de 22 degrés. Je commence avec cette nouvelle-là qui en finit pas d'avoir des rebondissements. La fermeture de la salle de spectacle La Tulipe à Montréal, c'est sur l'avenue Papineau, l'ancien théâtre des variétés. Ça va fermer en vertu d'une décision de la Cour d'appel. Il y a un voisin, seul et unique voisin résidentiel, nouveau voisin, qui s'est établi là en sachant qu'il était à côté d'une salle de spectacle. Ben, il a eu gain de cause dans ses plaintes, dans ses poursuites. La Cour d'appel qui lui a donné raison. Et j'ai rarement vu mes réseaux sociaux, là, hors des grands événements internationaux, politiques, être à ce point monopolisés depuis 36 heures par une décision qui touche, dans le fond, un enjeu très, très local. Et là, il y a une sorte de manifestation qui s'organise devant le théâtre La Tulipe, la salle de spectacle, ce soir. Des gens qui, ironiquement, veulent aller faire du bruit pour protester contre ce voisin-là. On va parler au maire du plateau, Luc Rabouin, un peu plus tard. Il monte au créneau, lui et la mairesse Plante, pour sauver la salle La Tulipe, ce qui est très bien, sauf qu'il y a quand même des questions à poser à Projet Montréal sur son appui ou sur son manque d'appui aux salles de spectacle, aux lieux de diffusion, beaucoup de bars qui ont fermé sur le plateau Mont-Royal depuis l'arrivée de Projet Montréal. Plus d'amendes de bruit, par exemple, plus de contraintes sur ces salles-là. Et la question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce que l'administration municipale du plateau Montréal a fait depuis 8 ans, depuis le début de cette saga qui a mené à la fermeture de la salle La Tulipe. Donc là-dessus, on va parler tantôt à Luc Rabouin, le maire du plateau. On va aller à New York une seconde pour parler de ce qui se passe. Rebondissement en vie politique municipale là-bas. Eric Adams, le maire de New York, qui était sous enquête pour corruption depuis quelque temps. C'était connu, là. On le soupçonnait quand il était candidat à la mairie d'avoir pris de l'argent de puissances étrangères, fort probablement la Turquie. Ben, on a appris tard hier soir qu'il va être accusé. Donc, il va être accusé de corruption. Est-ce qu'il va rester comme maire? Ce serait étonnant. C'est un rebondissement qui risque d'avoir des répercussions dans la campagne présidentielle. Pourquoi? M. Adams est un démocrate. On risque de vouloir faire porter, par extension, le chapeau à la campagne de Mme Harris. Bonne nouvelle qui est publiée dans le journal Le Soleil aujourd'hui, sous la plume d'Olivier Bossé. On sait que le gouvernement essaie de se sevrer dans le système de santé des agences de santé, des agences d'infirmières privées. Infirmières, mais aussi des préposés aux bénéficiaires, etc. Il y a des agences qui, à titre privé, là, aident le public comme ça. Ça aide le public, mais ça contribue aussi à l'exode de travailleurs, travailleuses du public qui vont chercher des meilleures conditions. Et en partant comme ça, ce que ça fait, c'est que ça aggrave les conditions de travail, les conditions de pratique des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Donc, avoir recours aux agences privées comme ça, c'est un peu scier la branche sur laquelle on est assis. Le gouvernement a pris des mesures assez fortes là, pour s'en débarrasser. Ce qu'on apprend dans le Soleil aujourd'hui, c'est que le recours aux agences de santé privées a été réduit de moitié. C'est une bonne nouvelle. Le problème, évidemment, c'est que pendant qu'on se dirige vers l'objectif de la fin des agences de santé privées, il y a des périodes de turbulence. Ça a forcé le gouvernement à corriger le tir. Donc, bonne nouvelle là-dessus. Si on pouvait avoir tous les travailleurs potentiels qui sont au public, ça leur donnerait aussi de meilleures conditions parce qu'on aurait plus de bras, plus de ressources.
Parlant de ressources, dans la presse aujourd'hui, là, c'est un peu déprimant, on le sait, il y a des pénuries de profs dans les écoles. Souvent au primaire, au secondaire aussi. Chaque début d'année, on a ce psychodrame. Combien de classes sont maintenant sans prof titulaire? Combien d'enseignements non légalement qualifiés vont devoir venir en renfort dans les écoles? Et là, si on se projette un peu dans l'avenir, ça regarde pas bien. Il y a encore beaucoup de nuages. On va vivre beaucoup de rentrées avec des profs en moins. Pourquoi? Parce que les inscriptions dans les facultés d'éducation sont en baisse. On parle dans la presse, dans certains programmes, le nombre de nouveaux étudiants qui a chuté de 10 %, de 15 % à l'Université de Montréal, par exemple. Les nouvelles inscriptions en enseignement qui ont baissé de 20 % en l'espace de 3 ans. À l'Université de Sherbrooke, les nouvelles inscriptions ont chuté de 15 % aussi au bac primaire et préscolaire. Et pour la deuxième année consécutive, l'UQAM, dans son programme d'adaptation scolaire. En adaptation scolaire, on forme des profs qui vont venir en aide aux élèves en difficulté. On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux dans le réseau. On n'a même pas ouvert le programme. Pourquoi? Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez d'inscriptions. Donc, si on pense qu'on va pouvoir s'en sortir avec les nouveaux profs, il va falloir repenser à la stratégie. Et il va falloir aussi, je pense, collectivement accepter le fait que il y a des profils atypiques de personnes qui veulent devenir profs. Il va falloir faciliter ces changements de carrière. On va avoir besoin de bras parce qu'on le voit, juste avec les nouveaux profs, ça va être extrêmement difficile. On en parlait avec Yannick tantôt. Il y a un tournoi de golf professionnel très prestigieux, majeur, qui commence aujourd'hui à l'Île-Bizarre. C'est la Coupe des présidents. Sportivement parlant, il paraît que c'est un excellent spectacle. Maintenant, au point de vue politique, au point de vue de l'appui par les subventions publiques à cet événement-là, il y a quand même des questions à poser et elles ont été posées hier à la une de la presse sous la plume de Vincent Brousseau-Pouliot qui révélait que le gouvernement du Québec a pas mal tordu de cases de formulaires bureaucratiques pour parvenir à subventionner cet événement-là à hauteur de 6,5 millions de dollars. La question qui se pose, c'est est-ce que le sport professionnel qui fait de l'argent, qui paye divinement ses protagonistes, les joueurs de golf professionnels sont très bien payés dans la PGA. Et on peut dire la même chose des joueurs de hockey, là, dont l'industrie est aussi subventionnée par Québec, par la bande, pour faire venir 2 matchs hors concours des Kings à Québec, au Centre Vidéotron. Ça va se passer la semaine prochaine. La question se pose, est-ce que ces industries-là ont besoin d'argent public? C'est un débat qui est éternel. Et là, hier, Caroline Proulx, en défendant l'aide publique de 6,5 millions de dollars à la Coupe des présidents, elle a dit quelque chose qui m'a fait tiquer. Elle a dit que cet événement-là va rejoindre 1 milliard de personnes. Je vous le dis, sur le coup, j'ai lu la nouvelle, beaucoup d'autres choses à faire. Je ne me suis pas penché là-dessus hier matin. Dans la journée, on a commencé à faire des vérifications. Et 1 milliard de personnes qui verraient cette coupe-là, cette Coupe des présidents, je vous le dis, c'est impossible. C'est faux. Il y a des ordres de grandeur qui ne mentent pas. Au golf, comme ça, cette Coupe des présidents, là, ça n'a pas fait 2 millions d'écoutes aux États-Unis il y a 2 ans. Donc, extrapoler au reste de la planète, là, quand on sait que les États-Unis, c'est le gros marché du golf dans le monde, impossible qu'on arrive à 1 milliard de personnes qui vont être exposées à l'événement. Je comprends que la multiplication des pains, quand on calcule les retombées économiques d'événements culturels et sportifs, c'est à la mode. Hein? On va souvent gonfler à l'hélium le principe des retombées économiques, mais là, c'est un peu fort de café. On a fait des appels. On a demandé au cabinet de la ministre Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, ça vient d'où ce milliard-là? Réponse, ça vient du promoteur. Donc, de la PGA, la Ligue de golf professionnelle. Si je comprends bien, la PGA aurait dit ça à la ministre Proulx. Et c'est pas sur la gueule, parce que quand on fouille un peu, il y a 2 ans, il y a un communiqué de presse du gouvernement du Québec, du ministère du Tourisme, qui reprenait ce milliard-là de téléspectateurs. La PGA, on a demandé au porte-parole de l'événement, la PGA dit qu'on n'a jamais dit ça. Donc, je ne sais pas d'où ça sort, mais quand on prend un pas de recul et qu'on sait que la Coupe du monde de 2022, le sport le plus populaire de la planète, le soccer, la finale a attiré 1,5 milliard de personnes.
il y a une exagération. Donc, la réflexion que je me fais ce matin, c'est Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, comme beaucoup de ministres du Tourisme avant elle, là, justifie les aides publiques à des événements sportifs, à des événements culturels, avec le principe des retombées, de la visibilité, etc. Si vous me dites c'est de la visibilité et que ça demeure subjectif, c'est correct. Si vous me dites qu'on peut le quantifier, arrivez avec des vrais chiffres. Là, la ministre, je pense qu'elle a parlé à travers son chapeau. Mais le problème de fond demeure. La PGA, c'est une entreprise privée, c'est une entreprise lucrative, c'est une entreprise milliardaire, les joueurs sont payés des millions. Est-ce que ce tournoi-là serait venu ou pas si on n'avait pas donné le 6,5 millions de dollars? Je ne le sais pas. Il y a d'autres exagérations dont que je commence à soupçonner quand on me parle des retombées de ce tournoi-là, de ce tournoi de golf. On dit que ça va générer plus de 42 000 nuitées dans les établissements d'hébergement. Il y a 25 000 places, 25 000 chambres d'hôtel à Montréal, 16 000 au centre-ville. Je trouve que l'ordre de grandeur, encore une fois, est un peu surprenant. 43 000 spectateurs qui viendraient ici. OK. Des dépenses de 73 millions de dollars combinant les dépenses des visiteurs, des dépenses d'exploitation, les coûts d'immobilisation. Si tu me dis n'importe quoi sur le milliard de personnes qui vont regarder ce tournoi-là, ce qui est impossible, je te crois pas sur le reste. Et les retombées, c'est toujours ça qui fait tiquer les économistes indépendants. Les retombées des festivals, les retombées des événements sportifs, c'est souvent gonflé à l'hélium. Et je vous dis tout ça au moment où, justement, on attend que les Kings de Los Angeles viennent jouer à Québec. Ça s'en vient. Pardon. Et ce qu'on apprend, c'est que Stéphanie Gagnon nous en parlait hier autour de la table, là, c'est que les billets se vendent pas très bien à Québec. C'est pas catastrophique, mais il y a encore beaucoup de billets pour les deux matchs qui sont attendus au Centre Vidéotron. On sait que les Kings de Los Angeles vont venir ici, vont jouer contre les Panthers, vont jouer contre les Bruins de Boston. Et dans la presse aujourd'hui, il y a un petit rappel important. Quand je vous disais que le sport professionnel n'a pas besoin d'être subventionné, d'abord, deux rappels. Le premier, c'est qu'il y a des équipes professionnelles de hockey qui sont allés jouer des parties préparatoires, pré-calendrier dans d'autres villes en Amérique du Nord et il n'y a pas eu d'aide publique. L'autre affaire, quand je vous dis que ce sont des équipes, des industries qui sont lucratives, mais la presse rappelle aujourd'hui que les Bruins, un des clubs qui va jouer à Québec, ont fait un profit de 57 millions en 2022-2023. Les Panthers, plus pauvres, même année, profit de 6 millions de dollars. Et les Kings, qu'on attire en subventionnant le promoteur Gestev pour des pertes éventuelles, les Kings ont fait 108 millions en 2022-2023. Est-ce qu'on a besoin de subventionner le sport professionnel avec l'argent des contribuables québécois? Les économistes qui ne sont pas liés au gouvernement, qui ne sont pas liés aux promoteurs, vont toujours vous dire, ou presque, la réponse est non. Pour le gouvernement Legault, la réponse est oui. Là-dessus, et c'est pas anodin, je m'en vais sur une autre nouvelle, en Abitibi. C'est une nouvelle hallucinante, savoureuse aussi, mais un peu déprimante. On passe des subventions aux industries sportives milliardaires à ce qui se passe en Abitibi. Il y a le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue là-bas. Le CIS, les CIUS, vous le savez, là, ce sont les entités qui gèrent la santé et les services sociaux dans les différentes régions administratives. Il y avait une réunion du conseil d'administration jeudi dernier et on a fait état d'un déficit dans la région là, pour les soins de santé et de services sociaux de 110 millions de dollars. Et là, il y avait une portion publique à la réunion du conseil d'administration et tout le monde a été rassurant. Tout le monde a dit, écoutez, il n'y a pas de problème, ça va bien aller, on va trouver des voies de passage, évidemment, là, les boutades habituelles. Mais ce qui s'est passé, c'était en visioconférence. Quand la portion privée de la rencontre a commencé, on a oublié d'appuyer sur le bouton « off ». Et là, on a vu ce que les membres du conseil d'administration pensaient pour vrai. Et ce que les membres du conseil d'administration pensent pour vrai, des coupures imposées par le gouvernement du Québec, qui ont des répercussions dans les soins, c'est on ne sait pas comment on va faire pour arriver. On ne sait pas comment on va faire pour garder le niveau de service. Et il y a quelqu'un qui dit, écoutez, on regarde ça, puis on s'adresse à des personnes vulnérables pour certains soins, et ce qu'on va devoir faire comme changement, ça va les rendre encore plus vulnérables.
Évidemment, ce discours-là, il n'est pas pour consommation publique. Évidemment, ce discours-là, on ne va pas le dire dans les communiqués de presse. Évidemment, ce discours-là, on va le garder entre nous autres. Pourquoi? Bien, pour une raison bien simple. Il ne faudrait surtout pas embarrasser le gouvernement. Ça fait quelques jours que je le dis, il y a de l'austérité à Québec. Il y a une politique d'austérité qui ne porte pas son nom. Et je trouve que c'est malhonnête de la part du gouvernement de continuer à nous dire qu'il n'y a pas d'austérité. Prenez le mot que vous voulez, vous êtes en train de couper le robinet un peu partout. Il y a une réalité, déficit de 11 milliards, je comprends ça. Tout le monde comprend ça, mais arrêtez de faire semblant que c'est pas vrai qu'il y a une politique d'austérité. On le voit en Abitibi. Et les gens du conseil d'administration en Abitibi-Témiscamingue, ce que vous faites, là, c'est ne pas dire la vérité à votre monde. Quand vous dites des choses rassurantes en public à propos des compressions qu'on vous impose, et quand vous dites en privé, entre vous autres, à quel point vous êtes catastrophé, vous ne dites pas la vérité au monde. Liban, maintenant, ça continue à brasser et Ottawa répète ce qu'il dit depuis des mois avant qu'on commence à se tirer dessus à chaque jour, à chaque heure entre le Hezbollah et Israël. On a dit aux Canadiens du côté du gouvernement fédéral, quittez pendant que vous le pouvez, parce qu'à un moment donné, on risque d'avoir beaucoup de difficultés à vous rapatrier. Pendant ce temps, il y a plusieurs pays, là, dont les États-Unis et la France, qui proposent une trêve de 21 jours à la frontière Liban-Israël. C'est rejeté, pas vraiment officiellement là, par le gouvernement d'Israël, mais il y a déjà des ministres israéliens qui disent on ne peut pas se permettre de permettre à l'ennemi, le Hezbollah, de se remettre sur pied. L'opération qui est en cours à la frontière nord, le but, c'est d'écraser le Hezbollah pour permettre aux Israéliens évacués du nord du pays de revenir dans leur maison. Les échanges de tirs se poursuivent, je vous le disais, là. En gros, je vous résume ce qui se passe là-bas. Le Hezbollah voit ses missiles lancés sur le nord d'Israël interceptés ou alors frapper Israël sans faire beaucoup de victimes. Et Israël, de son côté, on fait des frappes ciblées sur des objectifs militaires, sur des chefs militaires du Hamas. On parvient à détruire des missiles, des rampes de lancement, des chefs du Hezbollah, etc. Mais on fait aussi beaucoup de victimes civiles. Jean-François Lépine va être avec nous pour sa chronique internationale un peu après 8 heures. Chambre des communes, on fait un détour par Ottawa. Ça bouge là-bas. Il y a du drama, comme on dit, à Ottawa. La motion qui aurait pu faire tomber le gouvernement, qui a été déposée par les conservateurs, n'a pas été adoptée. Les oppositions ont voté contre, donc le gouvernement Trudeau qui survit. Mais le Bloc québécois tape du pied. Il a une date en tête, 29 octobre, si le gouvernement Trudeau ne donne pas plus d'argent aux personnes âgées et si on ne protège pas la gestion de l'offre par une loi, si on ne la protège pas de négociations dans les traités internationaux, bien, à ce moment-là, on pourrait faire tomber le gouvernement. Est-ce que Justin Trudeau va trouver que le coût est trop élevé? Juste la mesure là, pour bonifier les pensions pour les personnes âgées, ce serait 3 milliards de dollars. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, va être avec nous. Ça fait le tour pour l'instant. Merci d'être là. Faites-nous écrire au 98-985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est au bout du fil. Le gouvernement Trudeau, hier, qui a survécu à une motion de censure déposée par les conservateurs, les oppositions ont voté avec le gouvernement, donc ça a été battu. Sauf qu'à tout moment, le gouvernement de Trudeau pourrait tomber. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. Donc, vous avez fixé une date butoir, le 29 octobre prochain. Si le gouvernement ne vous donne pas 2 éléments, 2 projets de loi, bien, vous allez le faire tomber. C'est quoi votre prix? En fait, on a fixé une date qui présente 3 avantages. D'abord, le temps pour le gouvernement de rencontrer notre prix, c'est-à-dire de faire adopter de façon irréversible. Et contrairement à ce que j'ai entendu des commentateurs mal informés répéter, on a dit clairement, ça veut dire sanction royale. C'est un archaïsme monarchique, mais la Constitution est encore ainsi faite. Sanction royale sur C-319, c'est-à-dire la fin de la discrimination de 10% sur la pension de vieillesse, la retraite des gens de 65 à 74 ans qui n'ont pas vu d'ajustement dans leur pouvoir d'achat depuis avant la pandémie. Et ça, c'est une première loi. Ça veut aussi dire que les aînés ont le droit de gagner jusqu'à 6 500 $ par année sans perdre le supplément de revenu garanti. Une des deux.
Ça fait des années qu'on est là-dessus. C'est rien de nouveau. C'est juste de la cohérence et c'est une loi qui vient du Bloc. La seconde, c'est C-282. Ça aussi, ça fait des années qu'on est sur ça. Les élections ont déjà fait tomber ce projet de loi-là dans le passé. Il est rendu très loin dans le processus. Il pourrait être complété dans ce cas-là aussi très rapidement. Et c'est la fin de l'utilisation de la gestion de l'offre. Donc, ce système propre au Québec qui est à une grande partie du Canada de préservation de notre modèle agricole en production laitière d'œufs et de volailles, qui a constamment été bradé dans des traités de libre-échange et qui a fait très, très mal aux producteurs agricoles. Donc, on veut que ce soit complété. C'est extrêmement important pour les régions du Québec, aussi à l'étape de la sanction royale. On a calculé que d'ici le 29 octobre, tout ça est possible. Entre-temps, d'ailleurs, tout le monde a le temps à se préparer pour une élection. Et si l'élection arrivait à ce moment-là, ce serait assez loin de Noël pour pas qu'on magasine les cadeaux en allant voter. Ça s'est déjà vu par ailleurs. Hein? Il y a beaucoup de gens qui parlent d'une élection impossible à Noël, mais il y a une élection qui a fait 2005-2006. On avait pris une pause. C'était sous le gouvernement conservateur. Mais dites-moi, pourquoi ces deux enjeux-là et pas l'immigration? C'est une des demandes du gouvernement Legault. Il y a beaucoup de gens, là, et pas des racistes, qui disent la capacité d'accueil est dépassée, notamment parce qu'on reçoit beaucoup d'immigrants temporaires. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'utiliser ce dossier-là pour faire plier le gouvernement Trudeau? D'abord, en matière d'immigration, le Bloc québécois n'est pas à la remorque de la coalition Avenir Québec. J'ai envie de dire que c'est passablement le contraire. C'est nous qui demandons sans équivoque l'entièreté des pouvoirs, et le Parti québécois d'ailleurs, l'entièreté des pouvoirs au Québec avec compensation financière. Cela dit, et ça, M. Legault le sait, M. Poilievre le sait, tout le monde le sait, si on était allé sur l'immigration, parce que pour faire tomber un gouvernement, ça prend un vote. Il est évident, d'entrée de jeu, que le NPD, qui au niveau idéologique est à la même place que les libéraux, essentiellement contre le Québec, aurait voté avec les libéraux. Donc, tu fais un vote parmi les peu de chances que tu as de le faire. Tu fais un vote sur le sujet de l'immigration et tu sais d'emblée que sans même marcher sur leur conscience, le NPD va soutenir les libéraux. Cette demande-là de M. Legault, cette insistance-là bizarre de M. Poilievre, qui n'est pas du tout à la même place que le Québec en matière d'immigration, mais vraiment pas du tout, c'était la meilleure garantie possible pour les libéraux de se rendre en 2025, une passe gratuite. Une passe gratuite parce que c'était certain que ça allait échouer, alors qu'à l'heure actuelle, tous les partis ayant voté dans le passé, à un moment donné ou à un autre, pour les propositions que je fais aujourd'hui, de façon fort raisonnable d'ailleurs, tout le monde ayant déjà voté pour, les chances de faire le gain pour les aînés du Québec, les chances de faire le gain pour les agriculteurs du Québec, et ce sera bon aussi pour ceux du Canada, devraient fonctionner tant pour les libéraux que les conservateurs, que le NPD, à moins que dans leur vote passé, ils n'aient été hypocrites. C'est quoi les signaux que vous avez du gouvernement Trudeau? Il doit y avoir des discussions dans les couloirs. Est-ce qu'ils sont ouverts justement à vous accommoder, à faire passer ces deux projets de loi-là sur la gestion de l'offre et sur une augmentation des prestations de vieillesse? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont plus à l'étape essayer de gagner du temps pour réfléchir et voir ce qu'ils vont faire, parce qu'ils ne savaient pas du tout qu'on allait arriver avec une date butoir du 29 octobre. Donc hier, évidemment, ça allait du grand sourire à un député libéral qui m'a ouvert la porte en disant « Désormais, les libéraux ouvrent la porte au Bloc québécois ». Mais on n'a rien eu de très, très, très concret. À ce stade-ci, les leaders vont commencer à se parler, mais on comprend bien que je n'ai pas proposé une négociation au gouvernement. J'ai dit, nous exigeons ça. Parce que si on rentre dans une espèce de négociation, vous comprenez bien qu'on ouvre la porte à toute espèce de perte de temps et de complexité. Et les gens qui ont leur vie normale puis qui vous écoutent ce matin, eux, les détails de la complexité politique et les arcanes du Parlement et des procédures, ça les intéresse pas du tout. Dès que ça devient compliqué, on échappe tout le monde. Alors, il faut que ça reste simple. 29 octobre, aînés, gestion de l'offre, où on discute avec les oppositions pour faire tomber le gouvernement. Est-ce qu'on va réussir? Le NPD a été plus dur en réponse à ma proposition d'hier que les libéraux. Ça, je n'ai pas encore compris. M. Boulris a été assez agressif à notre endroit. Je ne peux que supposer, je ne leur reproche pas, j'espère qu'ils vont changer d'idée, que le NPD a une peur
panique. Même malgré qu'ils auraient déchiré leur entente, malgré tous les coups de gueule, il semble avoir une peur panique, anxieuse d'aller en élection, comme s'ils n'étaient pas du tout prêts ou capables, alors que ce qu'on propose devrait au contraire, a priori, plaire au NPD. OK, je vous donne un cas de figure, M. Blanchet. Là, vous avez 2 demandes. Donc, on protège par projet de loi la gestion de l'offre et aussi cette augmentation des prestations de vieillesse. Si le gouvernement de M. Trudeau vous donne un des 2 projets de loi, vous faites quoi? C'est non. Comme j'ai dit, c'est tout ou rien. Les 2 enjeux ont été l'objet d'une longue réflexion là, dans mon petit cerveau, dans les journées précédentes. Hier, c'était presque de longues marches pour réfléchir vraiment à qu'est-ce que les Québécois allaient attendre de nous comme choix, dans quoi ils allaient se reconnaître, qu'est-ce qu'il allait avoir le niveau de clarté qui allait dire, OK, ça marche, on comprend ce que le Bloc veut faire. Essentiellement, on séquestre l'agenda parlementaire du Parlement canadien pour les 5 prochaines semaines en disant au gouvernement, on ne réussira peut-être pas si vous nous dites non à vous faire tomber. Et d'ailleurs, ça pourrait arriver avant le 29 octobre. Si on voit dans 3 semaines que c'est impossible, on va commencer les discussions avec les oppositions. Mais le NPD peut, en effet, sauver le gouvernement. Le gouvernement peut proroger, suspendre les activités du Parlement pour nous empêcher d'aller de l'avant pendant aussi longtemps qu'il le voudra. Il peut empêcher les journées d'opposition qui sont la meilleure occasion de déposer une motion pour renverser le gouvernement. Mais à chaque fois qu'il fait ça, il en paie le prix. Et M. Trudeau doit aussi se poser la question, si j'attends 2025 pour aller en élection, est-ce que mon propre parti, dont 100 députés vont recevoir une mise à pied des électeurs, est-ce que mon propre parti ne va pas me montrer la porte? Et là, je suis peut-être mieux moi-même d'accepter d'y aller cet automne ou d'aller chercher quelque chose d'important qui n'est pas bon que pour le Québec, mais aussi pour les retraités du Canada. Ils sont 400 000 de plus que ceux du Québec et les producteurs agricoles sous gestion de l'offre. C'est une mesure là, pour les personnes âgées qui coûterait 3 milliards de dollars. Ça vous est reproché. C'est cher. Je balaie ça assez facilement. Le gouvernement canadien donne aux pétrolières, donc aux banquiers de Toronto, au-delà de 10 milliards de dollars par année. Les pétrolières n'ont pas besoin de cet argent-là. Les banques de Toronto n'ont pas besoin de cet argent-là. Les conservateurs disent jamais un mot contre les subventions aux pétrolières. Puis ça ne dérange pas personne. Tous les gens et les commentateurs qui disent « Ben non, c'est bien trop cher, 3 milliards par année », ça les dérange pas pantoute qu'on donne 10 milliards par année aux pétrolières qui en ont rien à faire. Ils prennent, bien sûr, c'est des profits pour les actionnaires des pétrolières et des banques, mais donner 3 milliards pour l'ensemble du Canada à des retraités qui n'ont pas d'autre alternative et qui n'ont pas vu leur pouvoir d'achat s'améliorer depuis avant la pandémie et la longue crise d'inflation qu'on a connue. Ah non, ça, c'est terrible. Ah non, ça, il ne faut pas faire ça, c'est beaucoup trop cher. Mais mettre de l'argent dans les poches des amis, tant des libéraux que des conservateurs, ça, c'est correct. Merci, M. Blanchet. On va avoir l'occasion de s'en reparler. Je souhaite une bonne journée. Merci, à très bientôt. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Bon, Jean-François Lépine est là pour sa chronique. Ça brasse au Moyen-Orient, ça brasse aux États-Unis aussi. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Patrick. Bon, d'abord, le chef d'état-major de l'armée israélienne a prévenu hier ses soldats qu'il fallait se préparer à une entrée en territoire libanais. C'est ce qu'on craint depuis le début des affrontements majeurs le lundi dernier. Et aussi, parallèlement, là, à l'ONU, il y a un groupe de pays dirigé par les États-Unis et la France qui propose une trêve de 21 jours. C'est pas très bien reçu en Israël. Non. D'ailleurs, le premier ministre Netanyahou, qui n'est pas à New York, où tous ces pays-là ont développé cette nouvelle offensive diplomatique en faveur d'un cessez-le-feu, le premier ministre Netanyahou a dit à ses troupes hier, il faut continuer le combat. Alors, est-ce qu'Israël va respecter? Est-ce que le Hezbollah respecterait un projet de cessez-le-feu? Alors, le projet, parlons-en 2 secondes parce que c'est quand même important. Ces jours-ci, donc, l'Assemblée générale des Nations unies réunit tous les chefs de gouvernement et chefs d'État qui sont là, sont préoccupés par ce conflit-là qui risque de s'étendre, compte tenu du fait que tu l'as évoqué toi-même. On parle maintenant peut-être du côté israélien d'une offensive terrestre. Alors, c'est les États-Unis, la France, les pays du G7, l'Australie, l'Union européenne, mais aussi des pays arabes, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis,
Dans un communiqué conjoint, le président Macron de la France et le président Biden ont indiqué hier que ce projet de trêve, qui durerait 21 jours, viserait à laisser la chance à la diplomatie. En d'autres termes, si les deux parties acceptaient d'arrêter les combats pendant 21 jours, il y aurait une négociation plus approfondie pour tenter de régler le conflit et surtout, ce qui est important pour les pays qui interviennent, ce sont les citoyens des deux pays à la frontière nord entre Israël et le Liban. On parle de dizaines de milliers, sinon plus qu'une centaine de milliers de citoyens de part et d'autre qui ont dû quitter leur village, leur petite ville le long de la frontière depuis, certainement en tout cas depuis le début des combats violents il y a 2 semaines, mais surtout aussi, et c'est ce que dit le communiqué, les échanges de feu depuis le 7 octobre l'an dernier, et en particulier au cours des 2 dernières semaines, menacent d'élargir le conflit et de causer encore plus de tort aux civils. Donc l'objectif, c'est de créer un climat qui permettrait de régler ce conflit-là par la diplomatie et ensuite de permettre à tous ces gens-là de revenir de façon plus permanente de leur côté. Mais il y a un hic dans tout ça qui est très important. L'entente en question n'inclurait pas directement le Hezbollah du côté libanais. Pourquoi? Parce qu'entre autres, les États-Unis considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Pas question donc de négocier, pour les États-Unis certainement, en tout cas avec le Hezbollah directement. Donc ce serait le gouvernement libanais qui serait l'interlocuteur du côté du Liban, un gouvernement qui a beaucoup de difficultés actuellement à se faire reconnaître. Et on pense dans ce contexte-là qu'un Hezbollah humilié refuserait d'accepter cette trêve-là. Ce qui est clair, Jean-François, c'est qu'Israël se prépare à faire une incursion au Liban. Il y a même des discussions en Israël, des spéculations sur une occupation du Sud-Liban. Tout à fait. Et là, il y a des signes de ça. Il y a 2 brigades de vétérans. À chaque fois que Israël intensifie la guerre, on fait appel aux vétérans pour qu'ils se joignent aux soldats réguliers. Et là, il y a 2 brigades de vétérans qui ont été recrutées ces derniers jours en vue de cette fameuse possibilité d'offensive terrestre. Les Israéliens aussi ont hier, encore une fois, réagi extrêmement mal au fait que le Hezbollah a dépassé une autre ligne rouge en lançant un missile à destination de Tel Aviv, la ville la plus importante du pays. Un missile qui n'a pas atteint sa cible parce qu'il a été arrêté par le fameux système de défense antiaérienne d'Israël. Mais l'objectif d'Israël dans ce conflit-là avec le Hezbollah, c'est de mettre fin à la capacité de ce groupe, de cette milice extrêmement puissante au Liban, de frapper Israël et de permettre, comme on l'a dit, à ses citoyens de rentrer dans leur village. Le Hezbollah, il faut dire, a été durement affecté depuis l'attaque de leur système de communication la semaine dernière et depuis la vague de bombardements aériens menée depuis une douzaine de jours par l'aviation israélienne. Il y a eu plus de frappes, Patrick, au Liban depuis 2 semaines, déjà, là, que jamais depuis la guerre de 2006. Alors, c'est énorme ce qui se passe. On parle aussi d'une demi-douzaine de commandants de la milice du Hezbollah qui ont été physiquement éliminés. Encore hier, Ibrahim Kobeissi, le responsable du déploiement des missiles et des roquettes, qui a été assassiné au cours d'une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Mais le Hezbollah semble avoir des ressources. Au moment où on se parle, là, ça continue de s'envoyer des missiles, des roquettes d'un côté comme de l'autre de la frontière. Est-ce que le Hezbollah, peut-être humilié dans les circonstances, va faire dérailler le projet de trêve? En tout cas, chose certaine, les combats continuent encore ce matin. L'autre conflit là, qui préoccupe les pays réunis à New York pour les débuts de la session des Nations unies, c'est celui qui se déroule en Ukraine, qui est un peu éclipsé, il faut le dire, Jean-François, depuis que le Moyen-Orient est en train de s'embraser. Là. Vladimir Poutine, grand responsable du conflit, n'est pas à New York, mais c'est sur toutes les consciences là-bas quand même. Oui, et puis d'ailleurs, le président Zelensky, qui lui est là, qui va rencontrer le président Biden, probablement aujourd'hui, n'arrête pas de dire, écoutez, vous vous intéressez bien sûr au conflit au Moyen-Orient, mais on existe nous aussi. Il y a des nouvelles aujourd'hui encore, Patrick, qui montrent que les Russes
continue à faire des avancées sur le fameux front de l'Est qui pourrait peut-être être déterminant là, pour l'avenir de la guerre. Mais chose certaine, ce qui s'est passé hier, il s'est passé quelque chose d'assez particulier de la part de M. Poutine, qui, comme tu l'as dit, n'est pas à New York, tout comme le président chinois d'ailleurs, Xi Jinping n'est pas à New York. Ces gens-là rejettent un peu la dominance des Occidentaux sur le système international. Le président Poutine a causé la surprise hier à l'occasion d'une réunion de son Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité de la Russie, pour annoncer que dorénavant, et ça c'est très important, Patrick, toute attaque conventionnelle contre la Russie, qui serait appuyée par une puissance nucléaire autre que la Russie, serait perçue par Moscou comme une attaque conjointe contre la Fédération russe. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une proposition du président Poutine pour modifier le code nucléaire soviétique, qui date de l'époque soviétique, qui a été réformé un peu depuis, pour faire en sorte que si, par exemple, l'Ukraine utilisait contre la Russie des armes fournies par les États-Unis pour bombarder l'intérieur de la Russie, par exemple, ou des armes fournies même par la France et la Grande-Bretagne, qui sont deux autres puissances nucléaires, ben, ça justifierait Moscou de s'en prendre à ces puissances directement et éventuellement à utiliser contre eux l'arme nucléaire, contre elles, contre ces puissances-là. Donc, c'est une sorte de... On déclare maintenant, il y aura une forme de crime par association. Donc, tout ça se passe au moment où le président Zelensky va rencontrer M. Biden, comme je l'ai dit, pour, encore une fois, que les États-Unis permettent à l'Ukraine d'utiliser les missiles de longue portée dont l'Ukraine dispose, qui ont été fournis par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne, des missiles qui permettraient au président Zelensky et à l'armée ukrainienne de frapper des bases importantes à l'intérieur du territoire russe. Les États-Unis sont encore très réticents. On dit qu'il y a beaucoup de pression sur M. Biden cette semaine de la part d'autres pays dans le monde pour permettre au président Zelensky d'utiliser ces missiles de longue portée pour frapper le territoire russe. Mais on le voit là, avec ce que vient d'ajouter M. Poutine comme menace, ça serait considéré par Moscou encore plus comme une intervention directe de pays comme les États-Unis, la France, dans le conflit, et ce qui permettrait, selon Poutine, à la Russie de s'en prendre directement à ces pays-là. Donc, c'est vraiment une situation dramatique là, qui met de la pression sur la présidence américaine et sur les gouvernements occidentaux qui appuient l'Ukraine. Et Jean-François, en terminant, tout ça se passe au moment où aux États-Unis, il y a une réflexion sur les capacités des États-Unis à faire face aux nouvelles menaces à leur sécurité nationale. Oui, c'est un rapport d'une commission américaine sur la stratégie de défense nationale qui est sorti dans les médias et qui a été déposé cet été au gouvernement américain. C'est une commission qui a été formée il y a 2 ans à peine. Mais ce qui est important, là, c'est que le rapport de cette commission constate l'impuissance, parce que ça porte sur la capacité de défense américaine, constate l'impuissance de l'administration américaine face à Israël, son incapacité de calmer le jeu, son impuissance relative aussi face à Moscou. Et le rapport prévient, et c'est presque le cas aujourd'hui, là, on est presque arrivé là, que les États-Unis pourraient devoir faire face eux-mêmes à plusieurs conflits majeurs en même temps sur la planète et qui ne sont pas préparés à affronter une telle situation. Pourquoi? Parce que le monde est de plus en plus complexe. Évidemment, le rapport pointe du doigt la Russie, la Chine comme élément perturbateur extrêmement important. Le rapport critique le fait que la stratégie de défense américaine n'a pas évolué depuis la fin de la guerre froide, où l'Amérique était une puissance hégémonique. Il n'y avait pas d'ennemis. La Chine n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui. La Russie était affaiblie. L'Union soviétique s'était écroulée. Alors, la conséquence du fait que la stratégie américaine n'a pas évolué, c'est qu'on a développé une structure militaire aux États-Unis, bureaucratisée à l'extrême, où règne une mentalité où on veut fuir la confrontation plutôt que d'affronter la réalité des menaces. C'est extrêmement grave. La défense américaine aussi, on reproche à la défense américaine d'être dotée d'un système d'approvisionnement militaire byzantin complètement dépassé, qui est trop lent, alors que la défense moderne doit être souple, s'adapter aux nouvelles stratégies, aux nouvelles technologies militaires. Et pendant ce temps-là, et c'est ça que le rapport souligne et qui est délicat, la Russie consacre 29% de son budget national à sa défense et continue à avoir des capacités
énorme en termes de stratégie, de guerre dans l'espace, de cybercapacité. La Chine, elle, que le rapport identifie comme la principale menace, a dépensé en 2023 plus de 700 milliards de dollars pour sa défense. C'est un petit peu moins qu'aux États-Unis, mais c'est quand même extrêmement important. Les États-Unis dépensent autour de 900 milliards. Et la Chine a augmenté cette année son budget de 7,2 %, son budget de la défense. La Chine, qui en 2 décennies d'investissement militaire, Patrick, a déjà, selon le rapport, dépassé la capacité des États-Unis dans une région comme l'ouest du Pacifique, où il y a des tensions, entre autres, autour de Taïwan, on le sait. Donc, le rapport dit à Washington et au Congrès américain, vous devez augmenter les budgets militaires à tout prix et forcer une révision complète de la défense américaine en mettant davantage à contribution les différentes composantes de sécurité du pays. Mettre tout ce monde-là ensemble. Et aussi, ce que le président Biden s'est vanté hier de faire en développant des alliances fermes avec d'autres puissances qui sont des puissances alliées des États-Unis. Alors, en terminant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a évoqué cette situation extrêmement fragile sur la planète en disant qu'on assistait à un cocktail explosif qui était en train d'embraser le monde. Le danger est réel, mais selon la Commission, les États-Unis ne semblent pas conscients de ça. Et surtout, ce que je trouve significatif, c'est que ce n'est pas un sujet qui est vraiment important dans la campagne électorale américaine, ce qui rend les choses peut-être encore plus inquiétantes. En effet, merci beaucoup Jean-François pour ces explications. On va se reparler la semaine prochaine. Bonne journée. Merci. Merci. On s'en va maintenant en Floride. Vous avez sans doute vu les images. Il y a une tempête tropicale qui est dans le golfe du Mexique qui se dirige vers la côte ouest de la Floride. Ça pourrait devenir très rapidement un ouragan. Daniel Tremblay, courtier immobilier dans la région de Tampa Bay depuis 14 ans, est au bout du fil. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. Ça doit être le branle-bas de combat dans votre région présentement, là. Ben, ça dépend exactement où on est situé le long de la côte, parce qu'il va y avoir des effets partout en Floride qui vont se faire ressentir. C'est une tempête qui est très large, mais heureusement, le centre de la tempête se dirige, en fait, de l'ouragan qui probablement va être une catégorie 4, se dirige vers Panama City et Tallahassee. Tallahassee, qui est la capitale de la Floride, qui est une très belle ville, avec malheureusement beaucoup de gros arbres qui risquent de se faire détruire là, avec les vents. Voilà. Mais je voyais les images, M. Tremblay, là, on commence à barricader, il y a des sacs de sable qui sont distribués, on placarde aussi les maisons pour protéger les fenêtres. Ça va frapper, ça risque de frapper fort, et vous l'avez dit, là, même à l'intérieur des terres. Puis ça arrive souvent qu'il y a des ouragans en Floride. Est-ce que les Floridiens sont tannés? Non, c'est comme... On s'habitue. Au Québec, on n'a pas ça. Pour un Québécois qui vient passer beaucoup de temps en Floride, il y a 3 choses là, qui sont différentes qu'on n'a pas au Québec. C'est des étés qui sont très chauds, bien entendu. On a des alligators, on a des ouragans. Les ouragans, la chance qu'on a, c'est qu'on les voit venir de loin et on a le temps de savoir là où ça va frapper. Donc, on peut s'organiser. Puis, il y a 3 dangers avec les ouragans. Il y a la pluie, la quantité de pluie, comme on a vu avec Ian, voilà 2 mois. Il y a les vents et il y a surtout les marées montantes. Et dans ce cas-ci, là, c'est les vents et les marées montantes. C'est pas tant la pluie, cette tempête-là. Donc, on a des marées qui vont monter entre 3 et 6 mètres, dépendamment où on est situé. Et des marées de 6 mètres, là, on parle de jusqu'à 20 pieds. Il faut absolument évacuer. Donc, il y a des évacuations tout le long de la côte en partant de Sarasota jusqu'à Tallahassee, des évacuations qui sont obligatoires si vous êtes dans une zone A. Une zone A, c'est quoi? Ben, c'est sur le bord de l'eau, ceux qui sont sur des îles, ceux qui sont vraiment sur le bord de l'eau et où il y a des rivières qui connectent à la mer. Donc, voilà. Bien, Daniel Tremblay, faites attention à vous. Merci de nous avoir donné ces explications et bonne journée malgré tout.
Merci bien. À la prochaine. C'était Daniel Tremblay, courtier immobilier québécois, qui est établi dans la région de Tampa Bay. Pour l'instant, Hélène, c'est une tempête tropicale. On s'attend à ce que ça devienne un ouragan, probablement un ouragan de catégorie 3 ou 4 sur une échelle de 5. La Floride qui est souvent frappée, on le sait, de plus en plus là, par des ouragans. Voici Patrick Lagacé. Vous avez sans doute suivi ce dossier qui est absurde, la fermeture de la salle de spectacle La Tulipe. C'est sur l'avenue Papineau à Montréal. Ce qui s'est passé, grosso modo, c'est qu'il y a un résident qui a acheté à côté de la salle de spectacle, où il y a évidemment du bruit. C'était zoné commercial. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a commencé à habiter là et il a commencé, ce monsieur-là, à faire des plaintes à répétition, des plaintes de bruit. Tu vas habiter à côté d'une salle de spectacle, ça se peut qu'il y ait du bruit. Bien, la Cour lui a donné raison 2 fois, première instance et après ça en cour d'appel. Les gens qui gèrent la salle de spectacle La Tulipe ont pris acte de la décision de la Cour d'appel et ont décidé de fermer les activités de la salle La Tulipe. Luc Rabouin est le maire du plateau Mont-Royal et aussi président du comité exécutif. Il est avec nous. Monsieur Rabouin, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Donc, M. Rabouin, quelques questions là-dessus. D'abord, là, ça commence en 2016, cette saga-là. Le propriétaire de l'immeuble qui est à côté de la salle de spectacle, il a pu transformer quelque chose qui était zoné commercial en zone résidentielle. Pourquoi il a pu faire cette transformation? Donc, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, il y a un employé de l'arrondissement qui a fait une erreur dans l'analyse du dossier, qui a émis un permis par erreur. Donc, c'est ça qui a lancé, qui a permis de transformer un local commercial en local résidentiel, parce que dans notre réglementation, c'est pas possible d'aménager un logement à côté d'une salle de spectacle. On comprend pourquoi. On comprend pourquoi, mais n'en demeure pas moins que le bordel actuel, ça a été causé par l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, avec cette erreur-là. Bon, je veux juste préciser, parce que vous avez dit d'entrée de jeu que la Cour avait donné 2 fois raison aux voisins. Je veux préciser qu'en mai 2023, le jugement était très clair à l'effet que l'article 8 de notre règlement, qui vise à baliser, si on veut, le nombre de décibels qui peuvent être entendus dans un local adjacent à une salle de spectacle, s'appliquait et que la Tulipe dépassait ce niveau de décibels-là. Donc, il ordonnait au La Tulipe d'insonoriser son mur pour respecter ce règlement-là. Et il a aussi dit que même si c'était un bureau à côté, disons que le propriétaire actuel n'aurait pas aménagé un logement et se serait aménagé un bureau, la même réglementation se serait appliquée et il aurait pu faire les mêmes démarches et il aurait pu aussi les faire pour ses locataires, parce qu'il y a des logements aussi aux étages. Je comprends. Sauf que, disons que ça n'a pas aidé qu'on puisse permettre à des logements de s'établir là. Un logement. Un logement. Les autres sont déjà là. OK. Ça commence en 2016, cette saga-là. On est en 2024. Là, avec l'annonce de la fermeture de la salle La Tulipe, Monsieur le maire, là, l'administration Projet Montréal, la mairesse, vous-même, vous vous êtes dit là, très touché, on ne peut pas tolérer ça, etc. Vous allez changer le règlement. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 8 ans? Bon, il y a un jugement en mai 2023, parce qu'il y a eu des poursuites avant. Il y a le jugement en mai 2023 qui dit, pour une salle de spectacle, ce qui s'applique, c'est l'article 8 qui balise le bruit sur les décibels. Pour nous, c'était la même interprétation qu'on avait, parce qu'on a aussi un article 9, et là, c'est lui qui est dans le jugement actuel. Donc, pour nous, ça réglait la situation, et l'article 9 ne s'appliquait pas aux salles de spectacle. Là, le juge qui dit... Mais entre 2016 et 2023, il y a beaucoup d'opérateurs de salles, grandes et petites, qui demandaient à l'administration Projet Montréal dans le plateau Mont-Royal d'être un peu moins, disons, un peu moins intransigeant avec le bruit de ces salles-là. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Au contraire, vous avez donné plus d'amendes. Vous n'avez pas changé le règlement? On n'a pas changé ce règlement-là. On a quand même mis en place, je veux rappeler là, qu'on a mis en place un programme de 1,4 million pour insonoriser, aider les petites salles de spectacle à s'insonoriser. Il y a 14 salles qui ont bénéficié de ce programme-là, parce que nous, notre job, c'est aussi de s'assurer
de préserver la vitalité culturelle, donc nos salles de spectacle, mais aussi d'assurer des milieux de vie de qualité pour les voisins autour. Donc, on a fait ça. On a annoncé qu'on allait avoir une deuxième version du programme pour les salles plus grandes, les 400 places et plus. C'est ça qui s'en vient au comité exécutif du 15 octobre. Donc, on va pouvoir aider aussi les plus grandes salles. Donc, ça, c'est une façon d'aider concrètement les salles à maintenir leurs activités et à réduire l'impact de bruit sur leur voisinage. OK. À Ottawa, il y a une politique du nightlife. Et il y a le principe de l'agent de changement là-dedans. Puis ce qu'on m'a expliqué, c'est que ce principe-là, si vous vous établissez à côté d'un bar, si vous vous établissez à côté d'une salle de spectacle, bien, vous ne pouvez pas venir après ça puis dire « Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de bruit ». Tu le savais avant d'acheter, vis avec. La Ville de Montréal a une politique de nightlife. Est-ce que le principe d'agent de changement, comme à Ottawa, existe dans votre nouvelle politique? Bon, la politique s'en vient. Elle va être adoptée en octobre. Est-ce que le principe d'agent de changement est dedans? Vous allez voir quand elle va être adoptée, mais je peux vous dire... Pardon? Elle va être adoptée en octobre. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est dedans? Je peux vous dire qu'on applique déjà le principe d'agent de changement sur le plateau Mont-Royal. En fait, c'est ça qui est... Vous ne l'avez pas appliqué dans ce cas-là, dans le cas de la tulipe. Dans le cas de la tulipe, il y a quelqu'un qui a émis un permis par erreur. Il n'aurait pas dû l'émettre. C'est pas permis d'avoir un logement à côté d'une salle de spectacle. Okay. Par contre, je vais vous l'expliquer là, parce que c'est important là, ce que vous soulevez. Le principe de l'agent de changement, c'est une des principales demandes. Nous, là, sur le plateau, s'il y a une nouvelle salle de spectacle qui veut s'installer, puis qu'il y a des logements à côté, on va lui dire, tu fais des tests de son, puis tu vas insonoriser pour être sûr que tu respectes notre réglementation. Après, on va te donner le permis. Si c'est un logement, on va faire exactement la même chose à l'envers. C'est-à-dire qu'on va exiger, on va s'assurer que le logement est insonorisé avant d'autoriser un logement. Mais au-delà... Là, il y a eu une erreur. Oui, il y a une erreur d'un fonctionnaire dans le plateau Montréal. Ça, j'ai compris ça. Mais là, est-ce que pour la suite des choses, le principe de tu loues un appartement, tu achètes un condo, une maison, tu loues une business à côté d'une salle de spectacle, viens pas te plaindre après. Est-ce que ça, dans votre nouvelle politique, ça va être consacré? Si vous regardez le jugement qui est sorti en mai 2023, là, le juge dit, parce que le juge dit clairement, il n'y a pas de droits acquis en matière de nuisance. Le principe de l'agent de changement, ça n'existe pas d'un point de vue juridique. Donc, nous, on l'applique dans notre réglementation pour éviter qu'il y ait des situations, pour les prévenir. Mais une fois qu'il y a une situation, ça va au tribunal, c'est pas un principe qui est reconnu par les tribunaux. Donc, OK. Là, on est dans une situation un peu absurde, M. Rabouin, où moi, j'habite dans le plateau. Vous me dites que mes taxes servent à insonoriser des bars, puis insonoriser des appartements. Non. Pas insonoriser des appartements. S'il y a des logements deux choses. Quand on dit que c'est une exigence, donc le principe de l'agent de changement, si tu veux t'installer dans un logement à côté d'une salle de spectacle, c'est interdit. Si jamais, en projet particulier, là, au cas par cas, on te l'autorise, on va t'exiger d'insonoriser à tes frais. Mais il y a un programme d'aide, là, quand même. Il y a un programme d'aide municipale. Il y a un programme d'aide municipale pour les petites salles de spectacle de moins de 400 places, les petites salles alternatives, là, les petites salles qui sont beaucoup dans le plateau, dans l'arrondissement Ville-Marie. Il y a un programme municipal. Donc oui, vos taxes servent en partie à aider des petites salles de spectacle à s'insonoriser pour s'assurer qu'on a une bonne cohabitation avec le voisinage. OK. Moi, il me semble que, vous me dites que le tribunal a invalidé cette disposition-là. Il me semble que quand tu vas habiter à côté d'un bar, ça se peut qu'il y ait du bruit. Non, mais je veux dire, tout le monde qui réfléchit juste à partir du bon sens se dit ça. C'est évident. Allez-vous porter le jugement, la décision de la Cour d'appel en appel, justement, en Cour suprême? Nous, on n'est pas partie prenante du jugement. C'est le voisin qui poursuit, qui a demandé une injonction contre la tulipe. C'est les deux parties. Nous, ce qu'on fait, c'est que compte tenu du jugement là, qui est vraiment différent du jugement de première instance, là, qui dit que c'est l'article 9, c'est-à-dire aucun bruit peut être audible. C'est pas juste, faut pas que ça soit trop fort, là. C'est zéro bruit possible. On change notre règlement pour être sûr que ça n'arrive plus à d'autres, dans d'autres situations. J'ai une idée pour vous, M. Rabouin. Mm-hmm. Comme il y a eu une erreur de votre arrondissement, vous pourriez financer la tulipe dans ses recours à la Cour suprême.
C'est votre erreur. C'est notre erreur. Nous, on est depuis qu'on sait qu'on a fait cette erreur-là, parce qu'on l'a pas su en 2016, là, qu'on est en 2018 qu'on a fait l'erreur. Depuis qu'on sait ça, on est en démarche judiciaire contre le propriétaire voisin du La Tulipe pour qu'il cesse l'usage illégal de son logement. Et lui, ben, il est en bataille juridique avec nous pour défendre son droit. On espère que ça va se régler cet automne, mais on maintient le fait qu'on a fait une erreur et qu'il faut qu'il arrête d'habiter dans son logement parce qu'il n'y a pas le droit. Merci d'avoir été avec nous, M. le maire. Je sais que c'est une histoire qui est un peu absurde. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci. J'ai des témoignages de résidents de l'île Bizarre là, qui trouvent pas ça très drôle, le système qui permet d'entrer et sortir. Là, il y a un système de vignettes. Il y a des gens qui vivent des problèmes. On nous a écrit là, toutes sortes de vexations comme ça, des gens qui doivent, par exemple, aller à l'extérieur de l'île Bizarre, aller chercher des services de santé et qui se font dire non, ne pouvez pas revenir. C'est le cas de Claudia Wagner. Elle est résidente de l'île Bizarre affectée par les problèmes de circulation qui sont provoqués par la tenue de la Coupe des présidents. Elle est au bout du fil. Madame Wagner, bonjour. Bon matin, merci pour prendre l'appel. Bien, aucun problème. Écoutez, vous nous avez écrit, puis votre message nous a touchés et un peu choqués, mais j'imagine que pas choqué autant que vous. Commençons avec l'histoire. Votre fille, qui a 27 ans, a été mordue au doigt. Ça semblait guéri, sauf qu'il y a eu de l'infection. Et là, il faut aller chercher des soins médicaux en dehors de l'île Bizarre, puis ça vous cause beaucoup de problèmes. Exactement. On s'était organisé pour passer une semaine tranquille à l'île, télétravail et tout, puis pas faire partie des problèmes de la congestion, mais elle se retrouve à l'hôpital dimanche soir à l'urgence. On apprend qu'elle va se faire opérer le lundi. La chirurgie a lieu à 5 heures. Tout va bien, mais ça va demander des services ambulatoires. Alors, le mardi matin, naturellement, je vais aller voir ma fille. J'ai des accessoires à lui apporter. Pas capable de sortir de l'île. C'est le jour 1 du tournoi. Et c'était vraiment, là, ça bougeait pas. Alors, c'est correct, je suis en forme, je prends mon vélo, je décide d'aller chez son père, chercher un véhicule à Pierrefonds-Ouest. Ça va être parfait, 10 km, prends son auto, va à l'hôpital, passe la journée avec elle. Je la sors de l'hôpital le mardi soir. Il n'y a pas de trafic. Après 7-8 heures, on est correct pour revenir à l'île. Mon enjeu a commencé hier. Faut dire aussi que Sarah doit recevoir des traitements spécifiques, là, des antibiotiques d'une pharmacie à l'hôpital Juif de Montréal. La livraison, on s'ajuste, on fait livrer ça chez son père. Elle a un perfuseur portable pour recevoir 3 fois par jour et elle doit faire traiter une plaie ouverte, changement de pansement au CLSC à tous les jours. C'est Pierrefonds, pardon. Et c'est là, hier, qu'on se rend au CLSC, qui était à peu près, 1 kilomètre ou 2 du boulevard Saint-Jean. Elle reçoit ses traitements et là, on se retrouve vite dans le trafic du boulevard Saint-Jean. Ça prend 1 heure pour faire peut-être 1 à 2 kilomètres pour arriver à l'intersection de Jacques-Bizard. Je vois l'enseigne qui dit vignette VIP, mais j'ouvre la fenêtre, je dis au policier, regarde, ma fille a besoin de retourner à la maison, on ne peut pas faire le trafic. Il respectait ses directives, il ne nous laissait pas passer. Ce qui avait de frustrant, c'est de voir le boulevard Jacques-Bizard puis cette voie-là qui était absolument disponible. Puis le policier me disait, je regrette, vous devez vous rendre dans l'ouest à la voie qui permet de revenir à l'île. Ce que ça a engendré, c'est de faire un 6-7 km de plus à l'ouest pour un refoulement qui se rendait maintenant jusqu'au boulevard Saint-Charles. Donc, à peu près 2h30 de trafic. Ma fille qui est sa morphine. 2h30? 2h30, oui. Et puis finalement, on a avorté tout ça, puis je suis allée chez son père, puis c'est là qu'elle allait rester. Est-ce que j'ai compris que vous avez appelé le 911, Mme Wagner? C'est parce que là, oui, parce que moi, je sais que elle a d'autres traitements à recevoir à tous les jours pendant le tournoi. Alors, j'ai voulu parler à mon poste de police. Et puis, c'était fermé, donc j'étais avec un agent du 911. Puis, c'est là qu'on m'a dit, avez-vous pensé de peut-être faire appel à une ambulance? Je n'ai pas besoin d'une ambulance, je suis capable de véhiculer ma fille et je ne vais pas enlever un service nécessaire comme une ambulance pour ce qu'il y a à faire. C'est juste qu'on cherche le gros bon sens dans une voie qui est disponible pour des VIP et des autocars, pour des patients. Y a-t-il moyen d'avoir certaines exceptions? Alors, c'est pour ça que je veux être la voix de tous ceux qui ont des besoins, comme ma fille, parce que moi, c'est ma réalité. Cet après-midi, demain après-midi, samedi,
dimanche, le CLSC est fermé. L'infirmière doit se rendre à Lille. Ça ne sera pas possible. Alors, je vais faire le changement. Je vais lui dire d'aller chez son père à Pierrefonds-Ouest. Alors, c'est notre réalité. Fait que, si je comprends bien, la Coupe des présidents, le volet sportif, le volet retombé, vous, ça vous impressionne pas tant que ça, Mme Wagner? Bien, moi, je suis pour l'événement, mais dans la planification, le côté médical urgent va toujours être une réalité dans tous les événements. Alors, il faut faire quelque chose pour nous permettre d'avoir accès à une voie qui est clairement libre toute la journée. Et c'est les réponses que je cherche là. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi en ce moment. Ben, écoutez, on vous souhaite qu'on donne peut-être un autre type de laissez-passer pour les gens qui ont des services médicaux à aller chercher hors de l'île et qui doivent revenir à la maison avec des gens comme ça là, qui sont en mauvaise condition. Hey, curiosité peut-être malsaine, mais morsure au doigt pour votre fille, pardon, comment elle a été mordue puis par quoi? Oui, alors ma fille donne beaucoup de temps à un shelter, à un refuge. Oui, un refuge pour animaux. Oui, alors au mois de mars, ça s'est fait mordre. On a traité, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. C'était bien guéri, mais il y a quelque chose qui s'est réveillé. Ça grugeait son os, ses tendons. Ça nous a pris par surprise. Et puis, c'est pour ça que les traitements sont si agressifs là, au niveau des antibiotiques. Donc, il ne faut pas négliger des morsures de chien. Puis, on ne l'a pas négligé, c'est ça l'affaire. C'était dormant pendant 6 mois. Je comprends. Ben écoutez, transmettez nos bonnes pensées à votre fille. Bonne chance, puis bonne chance surtout pour naviguer là, dans tout ce capharnaüm routier autour de l'île Bizarre pendant le tournoi de la Coupe des présidents. Merci beaucoup, Mme Wagner. Merci. Bonne journée.